Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Bienvenue pour ce début d'après-midi au programme Alléchant. Le travail à l'heure de l'IA, résister, coopérer, fusionner avec la machine. Titre pour le moins ambitieux, on va le voir. On est à une époque où il ne se passe pas une semaine, je pense, sans qu'on nous annonce une nouvelle concernant notre remplaçabilité, concernant l'effondrement du taux d'emploi, le chômage massif, un suicide provoqué par ChatGPT. Donc c'est vrai que l'IA, qu'on le veuille ou non, fait irruption beaucoup dans nos imaginaires, qui sont encore beaucoup structurés autour du travail, de l'utilité sociale. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais actif ? C'est effectivement une part structurante de nos sociétés que de savoir comment est-ce qu'on travaille, pourquoi est-ce qu'on travaille. Et il est vrai que la façon dont l'intelligence artificielle s'est emparée de cet enjeu du travail depuis maintenant quelques années pose question et j'aime pas cette expression, mais elle effectivement elle nous interpelle et elle nous amène à peut-être redéfinir ce qu'on veut vraiment dire quand on dit je travaille ou j'ai un métier, j'ai un job, j'ai un emploi, voilà ce que je fais dans la vie. Et la dimension existentielle en fait est consubstantielle à cette question de l'IA au travail, et c'est pour ça qu'il est particulièrement pertinent d'en parler dans des rencontres qui s'interrogent sur quelle humanité voulons-nous pour demain, quel type de travailleur aussi veut-on pour demain, quel type de citoyen. C'est ces questions-là que je vais explorer aujourd'hui. J'ai en ma compagnie Yann Ferguson, qui est sociologue à l'INRIA, qui est aussi directeur scientifique du Labor IA. Je pense que tu reviendras un petit peu sur ce que vous faites dans votre laboratoire. Et je suis en compagnie aussi de Diana Filipova, qui est essayiste, qui a écrit un livre sur la technique et sur les dangers attachés à la prise en main des moyens de production par les big tech et par des acteurs de la tech privée. Et tu es aussi romancière par ailleurs, et tu as travaillé notamment à Place Publique, donc dans la politique. La question que je voulais peut-être commencer par toi, Diana, en rappelant que voilà, ça fait plusieurs années qu'on a asséné des millions d'emplois qui vont être menacés par l'IA. C'était Goldman Sachs en 2023 qui disait 300 millions d'emplois menacés. On avait le PDG Anthropic, qui est aussi une start-up d'IA, qui disait ça va être un bain de sang pour les cols blancs. On a globalement assez souvent un narratif autour de l'IA et du travail qui est dramatisé. Toi, donc, qui est romancière et qui a étudié l'impact de la technique au travail, comment est-ce que tu interprètes cette irruption de l'IA sur le mode de l'adversaire au travail ? Bonjour. Merci beaucoup, Apolline. C'est une question assez structurante. Et quand j'ai écrit Technopouvoir, donc le livre que tu as évoqué tout à l'heure sur la collision entre les techniques et le politique, je me suis penchée sur l'histoire des techniques, en gros, depuis la révolution industrielle. Et ce que je constate, mais d'autres l'ont constaté bien avant moi, c'est qu'il y a toujours un narratif dramatisé, presque une tragédie qui se joue autour du travail, avec une opposition entre, d'un côté, le paradis vers lequel nous nous dirigerions, qui nous sauverait, et où il n'y aurait plus de travail, où nous serions tous oisifs, et heureux, attention, oisifs et heureux, ce n'est pas la même chose que oisif et très malheureux, et sinon une apocalypse qui détruirait l'emploi, tout ce qui est humain, la création de valeur, etc. Et le purgatoire, donc celui qui va nous permettre de nous racheter, de sortir de cette opposition frontale entre les deux, eh bien, c'est l'adaptabilité de l'homme, des collectifs, de la société, des sociétés, à un nouveau paradigme qu'on nous impose en général comme étant naturel, allant de soi, impossible à éviter ou auquel il serait impossible d'échapper. Donc pour prendre le dernier des exemples, c'est l'IA.
Celui avant, c'était les réseaux sociaux. Donc il est inévitable que nous soyons tout le temps connectés, que nous soyons tout le temps en ligne et que le travail s'immiscera dans absolument toutes les sphères de notre vie, les rendant indisponibles au loisir ou à l'indépendance au travail. Avant cela, c'était l'ordinateur personnel. Tout serait informatisé. Il n'y aurait plus rien qui échapperait à l'informatisation. Donc, il y a ce narratif qui revient tout le temps, et celui sur l'IA, eh bien, évidemment, à chaque fois, ça monte en puissance, puisque chaque évolution, transformation technique et économique qui l'accompagne se construit sur la précédente. Et l'IA, c'est vraiment l'apocalypse qui vient, parce qu'il va y avoir une intelligence artificielle générale qui risquerait de remplacer l'humain. Je suis tombée récemment sur un article dans le MIT Technology Review, donc pas du tout le temple non plus du technoscepticisme, où son auteur, qui est un bon connaisseur des techniques, soutenait que l'IA générale est une pure invention. C'est une invention et c'est presque de la désinformation qui a été mise en œuvre qui a été inventée par les boys de la Silicon Valley, qui la construisent, qui investissent dedans, qui la développent pour faire peser ce nouveau dieu, en fait, cette nouvelle foi devant nous. Et j'ai été pas vraiment convaincue par tous ces arguments, mais je crois qu'il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du performatif aujourd'hui, auquel on fait face, c'est-à-dire que cette idée est invérifiable, cette idée ne répond pas à une argumentation, on va dire, rationnelle de la disparition, on va dire, en tout cas de la concurrence de l'intelligence humaine par une intelligence artificielle générale. Elle est érigée comme l'horizon inévitable. Donc oui, il y a ce narratif-là, et je crois que ce dont nous allons parler, peut-être aussi, c'est à quel point il faut vraiment débroussailler ce narratif, en sortir pour commencer à comprendre vraiment ce qui se passe et surtout à raconter des choses moins apocalyptiques, moins tranchées, plus nuancées, mais peut-être beaucoup plus opérationnelles et politiquement significatives pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que du coup, Yann, qui travaille sur le travail, la manière dont les gens s'emparent de ces outils d'intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous éclairer sur la manière dont sont fabriqués ces chiffres? Parce que on parle de narratif, mais il ne s'agit pas juste de films de science-fiction, il s'agit à chaque fois d'études de l'OCDE, de Goldman Sachs, de OpenAI, de toutes ces grandes institutions reconnues comme légitimes qui vont être relayées par Le Figaro, par Les Échos, par Wall Street Journal, par de la presse économique. Comment est-ce qu'on fabrique une étude d'impact sur l'IA au travail? Comment ça marche? Alors, la première étude qui avait été menée, elle avait été réalisée par 2 économistes d'Oxford, donc prestigieuse institution, et ils ont construit un schéma qui est souvent repris, même s'il fait l'objet de modifications à la marge. Donc on commence par regarder l'intelligence artificielle dans sa phase actuelle, et généralement plutôt dans sa phase actuelle dans les laboratoires. Donc on va dans les laboratoires et on regarde ce que l'intelligence sait faire. On peut construire une méthode à partir de ce qu'elle sait faire ou en partant de ce qu'elle n'arrivera pas à faire selon les chercheurs d'ici 20 ans. Et c'est comme ça qu'on se construit une perspective à 20 ans. Et puis une fois qu'on a construit cet ensemble de convictions sur ce que l'IA peut faire, ne peut pas faire et pourra faire à 5, 10, 20 ans, eh bien on construit un algorithme. Il y a de l'algorithme dans ces études, et on va projeter ses compétences ou ses incompétences sur une nomenclature de compétences. Alors, en fait, on va aller voir dans les compétences des adultes. Par exemple, l'OCDE utilise une référence qui s'appelle l'enquête PIAAC. Donc l'enquête PIAAC, c'est une enquête mondiale qui est réalisée régulièrement sur les compétences des adultes. Et on va aller, avec l'algorithme, construire une correspondance entre les capacités de la machine et ce que les gens, les professionnels, disent faire dans leur métier. Et donc le raisonnement est le suivant. Plus votre métier mobilise les capacités de l'IA, plus il est exposé à l'IA. Ou à l'inverse, moins votre métier mobilise les capacités de l'IA, moins il est exposé à l'IA. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 10 ans, on a dit, à partir de ces méthodes, quasiment une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'en gros, en 2013, la conviction qui ressortait, c'était que l'intelligence artificielle, elle allait chercher les métiers qui avaient une forte prévalence des tâches répétitives.
Donc on disait pour les organisations, ça va être une création de valeur, puisqu'ils vont beaucoup gagner en productivité. Et pour les travailleurs, ça va être une forme de libération, le terme était souvent énoncé comme ça, une libération, on allait libérer les travailleurs de ces tâches, et ils allaient pouvoir se concentrer sur une espèce de noyau que l'on qualifiait de proprement humain. Voilà, hein, l'humain dans son essence. Alors souvent, on mettait en avant la créativité et les relations humaines. 10 ans plus tard, l'OCDE, en prenant un peu les mêmes méthodologies, dit tout le contraire en fait. Hein, elle dit que finalement l'intelligence artificielle, scientifiquement, elle avançait sur un certain nombre de compétences, comme par exemple l'ordonnancement de l'information, c'est la capacité d'un adulte à organiser l'information selon un schéma, selon une règle qu'il a définie en avance, comme par exemple la vitesse de structuration. C'est quoi la vitesse de structuration? C'est la vitesse avec laquelle un adulte, face à un ensemble d'informations, va identifier des unités de sens logiques qui vont lui permettre de résoudre son problème. On évoque aussi la vitesse de perception. C'est la vitesse avec laquelle un adulte identifie les similitudes et les différences dans des grands ensembles d'informations. Et puis après, on va regarder, mais quels sont les métiers qui mobilisent ce type de compétences? Et là, l'OCDE nous dit en 2023, les 3 métiers les plus exposés à l'IA sont les directeurs généraux, les ingénieurs et les managers. Pourquoi? Parce que ces compétences, ça se rapporte à plutôt des compétences cognitives de haut niveau, non répétitives. Donc vous voyez, ça dit beaucoup de choses. Un coup c'est l'école bleue, un coup c'est l'école blanche, un coup c'est la classe moyenne. C'est pour ça que nous, au Laboria, en prenant tout à fait au sérieux ces études, on se dit, voilà, il manque un élément du maillon, et ce maillon, c'est l'observationnel. Là, je rejoins ce que tu as dit sur le présent. Nous, en fait, on ne va pas regarder dans les laboratoires, on va regarder maintenant, et on ne prédit pas le futur, on regarde le présent, et on considère que si effectivement il y a un risque ou une menace, hein, c'est la terminologie un peu catastrophiste qui a été utilisée, elle est peut-être pas tant sur l'emploi, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir un emploi créé, détruit, en grosso modo on a plutôt peur des emplois détruits, mais plutôt sur le travail, c'est-à-dire l'activité. Et en fait on se rend compte que l'intelligence artificielle aujourd'hui elle transforme l'activité. Et à partir de là on se pose 2 questions. Quand l'intelligence artificielle concerne une activité, est-ce que cette activité elle permet de continuer à délivrer les 2 grandes promesses contemporaines du travail? Bien vivre de son travail, avoir un revenu décent qui nous permet de grandir dans nos projets, et vivre bien au travail, c'est-à-dire continuer à se réaliser au travail. C'est ce qu'on appelle la dignité matérielle et la dignité spirituelle. Aujourd'hui, pour nous, le grand sujet, c'est plutôt la façon dont le travail se transforme, davantage dans la façon dont l'emploi est détruit ou pas. Et dans cette description que tu fais de comment les gens s'emparent de l'IA, est-ce que, juste parce que je ne sais pas si tout le monde ici est familier avec les différentes manières dont on peut utiliser l'IA au travail, je ne sais pas si tu peux prendre un exemple de comment individuellement les gens s'en emparent? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a 2 grandes trajectoires de l'arrivée de l'IA dans un métier. Il y a l'initiative d'employeur, c'est-à-dire vous avez un employeur qui identifie selon lui une source de valeur avec l'intelligence artificielle. Généralement, le point de départ, c'est qu'il lui faut des données, parce que l'intelligence artificielle moderne, elle a besoin de données pour apprendre. Donc elle dit, voilà, j'ai un métier, j'ai des données, peut-être que l'IA pourrait m'amener de la valeur. Donc ça, c'est le schéma employeur vers employé. Mais depuis que l'IA générative est apparue, ChatGPT, on va fêter les 3 ans dans quelques semaines, c'était le 30 novembre 2022, eh bien, il y a un autre schéma, c'est l'introduction employé vers employeur. C'est-à-dire ce sont des employés qui vont utiliser une solution qu'ils peuvent utiliser dans leur vie de tous les jours et ils vont l'utiliser au travail. C'est ce qu'on appelle le shadow AI. Et il faut savoir que cette configuration aujourd'hui est dominante. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut considérer l'IA au travail dans sa vérité empirique, eh bien, ce qui est dominant aujourd'hui, ce sont des initiatives d'employés qui utilisent l'IA au travail. Et qu'est-ce que l'on voit en gros? On voit 2 grands schémas. On voit un schéma dit automatisant, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'IA pour le plus possible déléguer des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Donc avec comme objectif de gagner en productivité ou d'éviter à les faire parce qu'elles nous ennuient. Voilà. Éviter de les faire. Et puis l'autre schéma, c'est le schéma augmentant. C'est-à-dire on va utiliser l'IA comme un assistant pour aller réaliser des tâches des plus ordinaires aux plus complexes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le schéma augmentant
domine le schéma automatisant. C'est-à-dire que le schéma dominant aujourd'hui, ce sont des personnes qui utilisent l'IA comme un assistant sur un ensemble de tâches qui vont des plus ordinaires aux plus complexes, les plus complexes étant l'innovation, la recherche d'idées nouvelles ou la créativité. Ça ne dit pas que les gens sont plus créatifs quand ils utilisent l'IA, on pourra y revenir si tu veux, mais ça dit que de manière la plus courante, les utilisateurs de l'IA aujourd'hui vont chercher à trouver des solutions nouvelles, à être plus créatifs, à résoudre des problèmes avec l'IA, alors même que, il y a encore une fois, il y a 10 ans, on le voyait plutôt comme quelque chose qui allait faire les tâches simples. Aujourd'hui, l'IA, on l'utilise plutôt pour des tâches complexes, sur lesquelles on n'a pas toujours la compétence, et on cherche un peu dans l'IA une espèce d'assistant qui va nous aider à aller chercher quelque chose qu'on ne pourrait pas faire aussi bien ou aussi vite. Et dans cette tentation parfois de déléguer une partie du langage, parce que moi ce que j'observe en tout cas dans mon entourage, je ne sais pas si c'est de la délégation ou de l'augmentation, mais il y a quand même dans la rédaction des mails, dans les synthèses de documents, dans tout ce qui demande de la reformulation. Je parlais récemment, parce que du coup je dirige un magazine qui traite du monde du travail. Du coup je parle souvent avec des personnes dans l'entreprise qui me disent ça me manque les abréviations, les gens qui écrivaient avec des abréviations. Maintenant je donnerais tout et n'importe quoi pour avoir un TKT au lieu de 3 paragraphes hyper polis, hyper polissés, etc. Et c'est vrai que je crois qu'il y a une étude récemment qui a été publiée par Cornell, l'université de Cornell, qui montrait que l'intelligence artificielle augmentait quantitativement le nombre de mots qui renvoient à de la bienveillance et à de la coopération dans les mails. Mais en quoi cette colonisation du langage par l'intelligence artificielle au travail va être peut-être à double tranchant. À la fois, on se parle mieux, mais est-ce que c'est important de se parler mieux si au fond on ne le pense pas, ou si on a demandé à une IA de faire le mail à notre place? Non, mais c'est vrai, on en est presque à attendre des fautes d'orthographe et de syntaxe pour être convaincu que de l'autre côté, un humain nous parle. Vous savez, c'est comme ces espèces d'opérateurs là qu'on appelle avec des boîtes automatiques qui ont des mots hachés quand ils vous parlent et vous êtes désemparés, vous savez pas quoi faire. Donnez-moi un humain. Mais c'est une problématique qui est très ancienne, hein, l'automatisation, notamment des services publics, le fait de ne pas avoir une personne de l'autre côté. Il y a toute une réflexion, des recherches qui ont été construites sur l'impact, sur l'usager du service public. Dans le monde du travail, aujourd'hui, vous le disiez très justement, en fait, l'IA, c'est une des techniques qui a été le plus introduite par les travailleurs, donc de façon assez sauvage, sans forcément une connaissance, une reconnaissance par les employés, par les employeurs. Donc, ils utilisent cela. Pourquoi en fait ils sont venus pourquoi on utilise l'IA aujourd'hui dans le travail? Mais tout simplement parce que les structures économiques, le monde de l'entreprise, la demande de performance ne cesse de s'accroître, et la pression sur les employés, sur les travailleurs demande toujours plus de vitesse, demande toujours plus de performance dans un temps limité. Et là, on touche à quelque chose qui est assez propre en fait aux technologies, aux techniques, quelles qu'elles soient. C'est la volonté d'extraire toujours plus en un temps plus limité des travailleurs. Pour cela, il faut avoir une vision du travail. Et ça, il faut comprendre que la vision de ce que c'est un travail, de ce que c'est un emploi qui est fourni, préexiste, et c'est une définition presque sociale, à l'arrivée des techniques. Par exemple, je prends l'exemple du taylorisme, du fordisme. L'idée même qu'une tâche doit être peut-être automatisée, découpée en séquences, signifie qu'on a découpé en fait toute l'activité en séquences et qu'on a considéré que tout était automatisable. Donc l'organisation du travail préexiste à l'introduction de la technique. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, quand vous avez des organisations avec un management défaillant, avec une indifférence totale au bien-être des salariés, une volonté débrouillez-vous, faites-le en 5 heures et on s'en fiche comment vous le faites, il ne faut pas s'étonner que les travailleurs vont utiliser toutes les techniques, tous les moyens qu'ils ont sous la main pour réussir à accomplir ces demandes et de conserver leur travail. Donc, j'entends souvent cette espèce enfin, on entend, en gros, c'est on ne peut rien faire, le chat GPT il est utilisé par les employés, les travailleurs, etc. Et on ne peut pas les empêcher. Mais il faut bien comprendre que ça arrive dans un système, dans un monde du travail qui vit une crise
de sens, sans doute sans précédent. Enfin, il le fait depuis un siècle. Mais là, il y a quelque chose qui arrive qui est vraiment critique. Donc, moi, je crois que l'IA est très bon pour assister les gens dans leurs bullshit jobs, pour reprendre l'expression de David Graeber, c'est-à-dire toutes les tâches dont on ne comprend pas vraiment le sens, qui ne sont pas vraiment rattachées à l'objet du travail, et qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça. Donc oui, il y a un recours à l'IA qui peut être fait pour cela, mais il l'est parce que le travail, la qualité du travail, le sens du travail s'est dégradé. Et cela, vous le voyez dans toutes les enquêtes récentes qui sont menées sur les populations des employés, notamment en France. Est-ce que, Yann, tu souscris à cette idée que si tu fais ton travail de l'IA, c'est forcément que c'est un bullshit job dans ta journée de travail, quoi. Tout ce que tu fais faire par de l'IA, c'est forcément dégradé et au service du... Non, mais je grossis le trait pour voir si c'est, dans quelle mesure on peut affiner un peu justement cette idée. Alors oui et non. Effectivement, aujourd'hui, l'IA telle qu'elle apparaît, notamment l'IA générative, elle propose tout un ensemble de fonctionnalités qui, si on regarde un petit peu où est-ce qu'on peut les utiliser, écrire des mails plus vite, faire des PowerPoint plus vite, écrire des posts sur les réseaux sociaux plus vite, ce ne sont pas des activités qui vont amener des gains de productivité à votre entreprise si vous les faites plus vite que les autres. On ne devient pas plus compétitif parce que grâce à l'IA générative, on fait des PowerPoint plus rapidement. Ça, ce n'est pas vrai. Et donc, si on considère qu'une activité est sans valeur et que l'IA, elle se concentre essentiellement dessus, eh bien là, je peux souscrire à cette idée qu'effectivement, toutes ces tâches-là, elles n'apportent pas beaucoup de valeur à l'entreprise. Pourtant, on les fait et elles peuvent faire sens à pas mal d'activités. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si on utilise l'IA pour écrire, par exemple, tu as donné ton exemple du fait que tu écrivais dans un journal, tout dépend de la promesse de valeur de votre journal. En gros, si vous écrivez pour un journal qu'on distribue gratuitement à la sortie du métro, eh bien, la promesse vis-à-vis du lecteur n'a jamais été d'un travail extrêmement stylisé avec une écriture très performante. On sait que quand c'est sorti, il y avait déjà eu une discussion, il y avait déjà une forme de panique morale sur la presse. On disait, voilà, ça met en forme des dépêches AFP, mais en fait, c'est un support de publicité. Et donc, si demain tu vas travailler dans un de ces journaux, tu vas pas nécessairement te dire que l'IA générative est une mauvaise chose. Par contre, quand on est à Philosophie Magazine, clairement, c'est un média dont le geste d'écriture est au cœur de la promesse qui est faite au lecteur. Et donc là, évidemment, quand on commence à parler d'utiliser l'IA pour écrire, alors même que la grande promesse vis-à-vis du lecteur, c'est une forme d'écriture, une forme de pensée, et on sait que l'écriture et la pensée sont des choses extrêmement corrélées. C'est Wittgenstein qui le disait, les limites de ma langue sont les limites de mon monde. Enfin, on voit bien que il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre de la trahison, et clairement une trahison pour les lecteurs, mais aussi une trahison pour toi, pour celui qui travaille. Alors ça ne veut pas dire que tu vas pas l'utiliser, mais en gros, le geste sera complètement différent. De mon côté, quand j'écris un rapport sur le Shadow IA et j'ai souhaité à un moment commencer à écrire avec l'IA, mais sans le cacher à mon lecteur. C'est-à-dire que à chaque début de section, j'ai écrit une note de bas de page où j'ai décrit mon expérience d'écriture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2 jours, j'avais écrit quasiment la moitié du rapport, ce qui était beaucoup moins que ce que j'avais imaginé comme temps nécessaire. Et donc, j'ai laissé refroidir et j'y suis retourné le vendredi et j'ai relu ce que j'avais écrit clairement, j'avais pas écrit ça. Voilà, je ne pouvais pas être auteur de ça. Il y avait bien mes idées, mais je ne pouvais pas signer ce document. Et en fait, je me suis rendu compte que la vitesse avec laquelle ça avait écrit ne correspondait pas avec la vitesse avec laquelle je pouvais m'estimer auteur de ce qui était écrit. Donc, j'ai commencé à essayer de trouver les meilleures vitesses, les meilleurs moments aussi. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il fallait pas que j'écrive la donnée primaire, c'est-à-dire le texte primaire. La première version du texte, il fallait que je l'écrive. Et puis ensuite, s'il fallait faire une conclusion provisoire, une introduction en quelques phrases, vous savez, toutes ces choses qu'on fait un peu au dernier moment, mais qu'il faut faire pour aider notre lecteur, les transitions.
Voilà. Moi, j'ai fait Sciences Po, on travaille beaucoup sur les transitions. Mais je me suis dit, bon, ça, par contre, c'est quelque chose que je peux laisser parce que je peux continuer à être auteur, parce que les transitions, il va toujours les générer à partir de ce que j'ai écrit. Malgré tout, ce rapport avait une logique, avait des contraintes. Hein. Il fallait le sortir à un moment donné. Il y avait une temporalité. Et évidemment, j'étais sous contrainte. Mais je me suis rendu compte que 25 pages par jour, c'était pas du tout la vitesse avec laquelle je pouvais écrire en maîtrisant le véhicule de l'écriture. Donc là où d'habitude je suis plutôt à 3 pages et demie, 4 pages par jour, puis le lendemain j'en enlève une, voilà, parce que je suis pas content. Là j'ai réussi à aller jusqu'à 5, 6. Mais vous voyez, j'ai dû réduire très largement ma vitesse pour rester l'auteur de ce que j'avais écrit. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Je crois que la question de la lenteur est absolument fondamentale, parce qu'en fait, la promesse de l'IA, c'est d'aller plus vite. Mais la création, quelle qu'elle soit, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je crois que même dans le plus petit article de 20 minutes que vous lisez au détour d'une bouche de métro, il y a une promesse d'écriture, il y a une promesse d'humain, il y a une promesse de geste littéraire. Et je crois que si on commence à franchir un peu cette ligne, à rompre ce tabou de il y a une promesse littéraire, humaine, créatrice, au détour d'un mail, au détour d'un SMS, au détour de n'importe quelle relation qui implique l'écrit, on va en fait assez vite dire que les romans pourraient être également écrits par des intelligences artificielles, et ce n'est pas grave finalement. Mais je crois que l'écriture, l'acte d'écrire, c'est de prendre la responsabilité pour la dernière virgule en fait, pour le dernier silence, pour le dernier saut de ligne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et l'introduction de l'intelligence artificielle, et là je suis assez maximaliste dans ce que je dis, elle va en fait rompre, briser cette promesse de responsabilité qu'on prend et qui, même si elle intervient sur 0,00001 volume de % du volume de ce que l'on a écrit, c'est déjà trop. Donc, en fait, derrière l'écriture, derrière la création, il n'y a pas qu'un esprit. Ce que fait l'IA, c'est qu'elle nie le corps humain. Elle nie le geste de lecture comme étant le produit d'un corps, comme l'activité d'un corps agissant. Le geste d'écriture comme étant le produit d'un corps agissant, en fait. On veut avoir un corps derrière. Et quand on lit la brève dans 20 minutes, si je ne vois pas de corps, ça ne m'arrive pas, en fait. Cette information, ce geste, il n'arrive pas jusqu'à moi. Et c'est comme si on avait lu du vide. Donc, il y a cette impression qu'on a quand on lit... moi, je reconnais immédiatement un texte écrit par IA, mais à 300 km. Je vois des brochures, parfois, avec des introductions signées du directeur d'un événement ou de quelque chose qui est écrit par IA, ça se voit. On voit aussi qu'il a été relu et repris par quelqu'un pour sonner moins IA, mais on voit quand même que c'est de l'IA. Et cette reconnaissance-là, immédiate, on ne va pas la rompre par un prompt qui demande à l'IA de cesser d'écrire comme une IA. Parce que cette demande-là, elle ne va pas introduire un corps de l'autre côté. Un corps qui n'existait pas il y a X années et qui n'existera plus dans X années. Et ça, c'est fondamental à la création et à l'écriture. Que ce soit, à mon sens, dans un roman, dans un poème, dans un rapport scientifique, ou dans même, je ne sais pas, le petit mot que vous laisse votre fils avec des fautes d'orthographe sur une table. Il y a une nouvelle, il y a aussi un problème dans ce que moi, on n'en a pas forcément parlé avant, mais quelque chose qui émerge de plus en plus, c'est ce que certains chercheurs appellent la prompt fatigue, c'est-à-dire la fatigue de devoir reformuler, comme même contrebalancer un style un peu trop IA, revenir corriger aux entournures. Et donc on parle là de travailler à l'heure de l'IA. Ce qui se profile pour certaines personnes aussi, c'est une nouvelle forme de pénibilité, là où l'IA, ou l'intelligence artificielle dans ses différents, qu'elle soit bien sûr un agent conversationnel, mais aussi bien sûr des logiciels qui intègrent de l'IA, la promesse derrière, c'est quand même de soulager une partie de la pénibilité du travail. Et on voit en fait que là, les dernières études, je crois, il y a 3 ans, sur la charge de travail des Français, on voyait que la charge de travail objective n'augmentait pas,
mais que la charge de travail perçue augmentait. Et je trouve ça intéressant de voir aussi comment est-ce que l'intelligence artificielle va modifier la pénibilité du fait de travailler. Par exemple, on peut soulever ce stylo avec plaisir et légèreté, mais on peut aussi imaginer un contexte concentrationnaire, carcéral, où le fait de lever le stylo, faire exactement le même geste, va me coûter beaucoup plus. Comment est-ce que ça impacte cette perception subjective du travail ? Dans le travail, il y a effectivement une intention, il y a un résultat, mais l'activité, c'est le temps que l'on passe entre l'intention et le résultat. Et quand on travaille avec l'IA générative, on écrase ce temps. C'est-à-dire on n'a plus que l'intention que l'on exprime à travers ce qu'on appelle un prompt, qui est une commande que l'on passe à l'IA, et puis ensuite un résultat sur lequel on nous demande d'engager notre responsabilité sans avoir contribué au processus. Et on nous porte la charge de cette responsabilité en mobilisant une compétence qu'on appelle l'esprit critique. Personne ne peut être contre l'esprit critique. Hein, l'esprit critique, c'est quelque chose, surtout pas ici, hein, rencontre Michel Serres. Mais en faisant ça, on fait porter sur l'individu une responsabilité vis-à-vis d'un processus sur lequel il n'a aucune maîtrise. Il a eu l'intention qu'il a exprimée plus ou moins adroitement. On lui a dit d'ailleurs que c'était aussi sa responsabilité de bien l'exprimer, en lui disant tu vas apprendre à prompter, etc. Donc il a cette tension sur l'intention qu'il doit écrire dans un langage naturel. Et donc ça veut dire qu'il est capable de verbaliser tout ce qu'il veut, alors qu'on sait qu'au travail, une grande partie de ce que l'on fait relève de compétences tacites. Donc là, on va lui demander un effort d'explicitation de son intention. Sans essai-erreur, voilà. Alors si on fait des essais-erreurs, il faut reprompter. Donc on lui dit en fait si ça marche pas, c'est que tu as mal prompté. Et puis à la fin, si le résultat n'est pas bon, c'est que tu n'as pas mobilisé ton esprit critique. Et donc là, ce qu'on évacue, c'est deux formes de responsabilité. C'est la responsabilité collective, c'est le fait d'avoir un collectif de travail qui échange régulièrement sur les normes du bon travail. Et puis la responsabilité du fournisseur. Vous savez que Sam Altman, le créateur de ChatGPT, enfin un des créateurs, a dit il y a un an dans une interview « Je suis la personne qui a le moins confiance au monde dans ChatGPT ». Voilà. Je suis la personne qui a le moins confiance au monde. On n'est pas loin de Toulouse. Moi, je suis de Toulouse. On fait des avions. Je suis content que le CEO d'Airbus ne dise pas « Je suis la personne qui a le moins confiance dans cet avion ». Et je prends l'avion 2 fois par semaine, et je suis content que le pilote ne me dise pas c'est votre responsabilité individuelle et vous ayez l'esprit critique. Hein. Ouh là là, non, là on se barre tous. Donc en fait, on est en train d'amener une énorme pression avec une machine qui fait beaucoup, qui va vite, dans un temps très réduit. Et il faut savoir que notre cerveau, il n'est pas vraiment fait pour ça. Voilà, notre cerveau, il est le fruit d'un processus évolutif qui a sélectionné des caractéristiques avantageuses. Et ces caractéristiques avantageuses, sur le plan cognitif, nous ont plutôt amené, parce que c'est mieux visiblement pour survivre, à être capable de nous adapter avec très peu d'informations. Voilà. Quand on est capable de généraliser avec très peu. On vous montre 3 images de quelque chose, et à partir de là, vous avez fait une configuration, et vous serez capable de la reconnaître. L'IA, par exemple, à l'inverse, il lui faut des millions d'images de cette chose pour y arriver. Nous, il lui en faut que quelques-unes. Par contre, quand on a beaucoup d'informations, eh bien, notre cerveau, il trouve une parade. Et cette parade, on l'appelle des biais cognitifs. Il va trouver une manière d'économiser son énergie pour éviter la difficulté. Ça a été très largement étudié par un psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel d'économie. Et il a fait une expérience avec un grand nombre de personnes. Il leur a posé la question combien d'animaux de chaque espèce Moïse avait-il embarqué sur son arche? Voilà, je ne sais pas si vous avez la réponse. En bon bibliste, 80% des gens, et j'en fais partie dans cette expérience, ont répondu 2. Voilà, un mâle et une femelle. Et en fait, 80% des gens n'ont pas entendu que la question que j'ai posée était combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il embarqué sur son arche? Et on n'entend pas l'erreur. Pourtant, cette question n'était pas d'une complexité effarante, mais notre cerveau, face à cette question un peu technique, eh bien, il est monté en généralité pour éviter d'écouter la question dans le détail, et il a mobilisé ce qu'on appelle le biais de cohérence. Et en fait, l'intelligence artificielle générative, elle produit beaucoup. Globalement, ça se tient, mais il y a plein d'erreurs de type Moïse. Voilà. Et si on nous demande de les regarder,
de les observer et de prendre la responsabilité de les corriger, alors même qu'on ne les a pas générés nous-mêmes, eh bien, c'est épuisant. Donc il y a la prompte fatigue, mais j'ai envie de dire, on va trouver un meilleur mot, mais il y a un esprit critique fatigue, qui en plus est source de pression parce qu'on doit valider quelque chose auquel on a eu une contribution extrêmement limitée. Oui, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un modèle un peu de contrôleur des travaux finis. On imagine en fait une espèce de chaîne de commandement pas très agréable, quoi. On donne des ordres à la machine et puis après on va vérifier. Enfin, c'est une vision adversariale, enfin très en fait dans l'affrontement, en fait, quasiment même dans la mise en scène. Et ce qui est intéressant dans le genre néologisme utile pour penser ce qui se passe, il y a aussi ce biais qui est lié à la séduction, au style. Diana, tu parlais du style de ChatGPT, parce que je pense que c'est l'outil qu'on connaît peut-être le plus, qu'on apprend maintenant à repérer les filigranes stylistiques, c'est-à-dire les marques, les rythmes ternaires, certaines ponctuations, certaines façons de parler. Alors nous, on les reconnaît, mais c'est vrai qu'effectivement, pour en avoir discuté avec des gens qui sont pas très à l'aise avec l'écrit, qui en ont marre, en gros, qu'on leur demande en permanence d'écrire des mails, de surcommuniquer, c'est un soulagement d'avoir l'impression de bien écrire. Et c'est vrai qu'il y a une forme vu que l'IA fonctionne sur le vraisemblable, sur le plaisant, est-ce que ça dit pas aussi quelque chose de notre rapport à l'écriture aujourd'hui ? C'est une très bonne question, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on économise dans le fait de demander à faire parfaitement quelque chose immédiatement que ce qu'on ne sait pas faire ? En fait, je crois que ça nous économise l'apprentissage. Et on a beaucoup parlé du monde du travail, on a beaucoup parlé du monde de l'entreprise, mais on devrait sans doute s'interroger sur ce qui se passe aujourd'hui à l'école, au lycée, à l'université. En fait, le cerveau humain, l'humain a été fait de telle manière que la plupart d'entre nous n'allons pas dépenser de l'énergie ou dépenser du temps là où cela ne va pas nous faire gagner quoi que ce soit comparativement à celui qui l'aura fait déléguer ou fait automatiquement. Donc, des gamins de 20 ans qui vont écrire leur disserte avec ChatGPT ou avec l'aide de ChatGPT, je ne dis pas qu'ils le font exclusivement avec ChatGPT, personne ne fait ça, mais qui apprennent à le faire, qu'est-ce qui va rester de cette information ? Qu'est-ce qui va rester, en fait ? Vous parliez tout à l'heure que vous reveniez une semaine ou 2 jours après et vous avez l'impression de ne pas avoir écrit ce qui a été écrit par ailleurs. Je crois qu'une dissertation qui a été écrite par ChatGPT n'appartient pas vraiment à l'élève. Elle ne lui aura pas apporté les erreurs, elle ne lui aura pas apporté la chance de se tromper, de comprendre pourquoi il s'est trompé pour apprendre à le faire différemment. Et ce n'est pas une question d'information, encore une fois, ou de quantité d'information. C'est une question d'adaptation, d'erreur, d'essai, de retour sur soi. C'est comme si un troisième homme, en fait, qui n'est pas un homme, était introduit en permanence entre soi et sa production. Un troisième homme qui, par des promesses complètement erronées, fausses, mal comprises, mais est-ce qu'on peut vraiment s'en vouloir d'y croire, finalement, va fausser complètement cette espèce de boucle de rétroaction sur notre propre création, sur notre propre production. Donc ça pose des questions absolument essentielles à demain. Mais encore une fois, pourquoi on en arrive là ? Pourquoi des gamins se mettent à produire des dissertes en série ? Peut-être parce qu'on leur demande de produire trop de dissertations. Peut-être que l'accélération, pour prendre un terme très important, de l'école de Francfort, va nous pousse à des retranchements où on doit suivre cette course à la vitesse. Alors récemment, j'ai lu un livre qui malheureusement pas traduit en français, d'une chercheuse américaine qui s'appelle Anna Kornblum. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est l'immédiateté, the immediacy, ou le style du capitalisme trop tardif, où en fait elle analyse la désintermédiation. Donc la désintermédiation comme la fin du médium, par exemple la fin du médium qui est la fiction, ou la fin du médium qui est la philosophie, la réflexion, l'œuvre d'art, comme étant une conséquence d'une demande d'immédiateté permanente et de l'accélération. Mais je crois que l'IA, et surtout pas l'IA en soi, mais ce qu'on demande à l'IA, s'inscrit largement dans ce processus en le poussant jusqu'à ses retranchements et en le rendant évidemment tout à fait imprévisible, pour ne pas dire néfaste.
Et cette question de se reconnaître dans ses propres productions, je crois que c'était une étude du MIT assez récente qui avait montré que des étudiants à qui on demandait de réaliser des tâches avec ChatGPT ne se considéraient pas vraiment auteurs de leur production. Et ça nous renvoie en fait à la question de la responsabilité qu'on va pouvoir porter, l'intelligibilité qu'on a face à nos propres productions, c'est-à-dire pouvoir en rendre compte, dire pourquoi j'ai fait telle erreur, pourquoi j'ai choisi ça plutôt que ça. Et ça me rappelle dans un livre qui s'appelle Toutes les intelligences du monde, le philosophe britannique ou américain James Bridle dit que l'intelligence artificielle primitive, qui n'est pas dans le silicium, c'est une organisation sociale. Une intelligence artificielle, si on prend, si c'est une intelligence qui n'est pas incarnée dans un corps et dans un cerveau, si on dit que c'est une distribution des tâches et une espèce de délégation de l'information selon des procédés, des processus rationnels, il dit c'est un État, c'est une société, c'est une famille, c'est un groupe. En quoi l'intelligence artificielle va venir impacter non pas simplement nos processus individuels, mais aussi le travail en tant que collectif. Parce que là, on parle de travail, on travaille heureusement pas dans des bulles. Pourquoi est-ce que c'est risqué? Est-ce que ça va justement peut-être rendre plus fluides les relations? On l'a dit un petit peu que c'est pas forcément le cas, mais en quoi ça peut fragiliser la coopération? Et je pense qu'il y a des effets aussi sur la productivité qui vont se faire sentir. Alors, c'est vrai que à travers le travail, vous avez parlé du sens tout à l'heure, il y a une dimension très forte, c'est sa dimension collective, qui est finalement un des reflets du fait qu'on construit des sociétés extrêmement sophistiquées. Et dans le monde du travail, on arrive à réunir des collectifs de taille très impressionnante, notamment dans les grands groupes. Et ce qui fait dire que l'humain serait la seule espèce, faut toujours parler au conditionnel, mais qui arriverait à avoir un échafaudage collectif extrêmement structuré, tout en maintenant une agilité individuelle. Si on regarde les fourmis, il y a un édifice collectif très structuré, mais il n'y a pas d'individualité chez les fourmis. De même chez les abeilles, en tout cas de ce que l'on connaît, il n'y a pas d'individualité chez les abeilles. Il y a un collectif extrêmement structuré et organisé. Nous, les problèmes que l'on a à résoudre dans le monde du travail se font à la fois dans un cadre collectif pour lequel on va mobiliser des normes partagées qui vont faire que on a un cadre et normalement les gens doivent se comporter de manière prévisible vis-à-vis de ce cadre. C'est ce qui permet aux autres d'avancer en se disant les gens vont faire comme ça et je peux l'anticiper. Et en même temps, quand tout ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire très souvent, il va y avoir une capacité d'adaptation, notamment individuelle. Et lorsqu'on met là-dedans de l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce sont des usages spontanés. Spontanément, les gens utilisent pour communiquer. Voilà. C'est ce qu'on appelle le writing. Voilà. Il y a le writing et le asking. Le writing, c'est écrire avec. Le asking, c'est demander des choses. Voilà. Quand on l'utilise pour écrire, notamment, par exemple, pour écrire des mails, c'est des choses qui avaient été identifiées déjà au temps du mail, mais on a une accélération de l'écriture des mails. On risque de confondre deux formes de communication. La communication fonctionnelle, qui résulte de la performance, c'est-à-dire j'ai communiqué rapidement à beaucoup de monde. Voilà. Et effectivement, là-dessus, si on compare utiliser l'IA générative pour envoyer un mail à 200 personnes, c'est beaucoup plus efficace sur le plan de la performance que d'aller voir chacun et de lui donner le message. Mais par contre, on risque de confondre cette communication fonctionnelle avec ce qu'on appelle la communication normative. La communication normative, c'est celle qui relève de l'intercompréhension réciproque. On s'assure que l'autre a compris. Et un des grands problèmes de l'émergence des mails, et a fortiori maintenant de ne plus écrire ces mails et de ne plus les lire, de demander à l'IA de nous faire des synthèses de nos mails, etc., parce qu'on a tellement de mails que ça prend plus de temps que le temps qu'on a à faire notre travail, c'est d'arriver à cette confusion, en fait. C'est-à-dire de vivre dans l'illusion qu'on s'est tous compris, parce que tous les mails ont été écrits et tous les mails ont été lus. Voilà. Quand j'ai fait ma thèse sur la conception du hall d'assemblage de l'A380, il y avait 3000 intervenants sur ce chantier. Il fallait fabriquer un hall d'assemblage pour un avion qui n'existait pas. C'est-à-dire il fabriquait en même temps le hall d'assemblage qu'il définissait l'avion.
Ce qui fait que vous deviez trouver une agilité dans les concepts constructifs du hall d'assemblage, de telle façon à ce qu'on ne détruise pas le hall d'assemblage quand l'avion avait une autre spécification qui n'était pas prévue. Et j'ai rencontré plusieurs heures le responsable de ce projet, et je lui ai demandé un peu quels étaient ses secrets managériaux. Et il m'a dit, j'ai interdit les mails. Vous avez interdit les mails, 3000 intervenants que vous devez coordonner en même temps, et vous interdisez les mails. Et il m'avait dit, des ingénieurs qui se causent, c'est la moitié des problèmes qui sont résolus. Voilà. Et donc, et en fait, il avait compris que non seulement les mails, l'écriture peut être très riche, mais on sait que les mots sont qu'une toute petite partie de la communication. Hein, si vous avez fait des formations en communication, on vous dit que c'est à peu près 10% de la communication. Après, vous avez la musique de la langue, c'est pour ça que j'ai fait l'accent toulousain, et puis vous avez le paraverbal, l'infraverbal, pardon, le corps. Voilà. Et le corps et la musique sont les éléments les plus riches de la communication. Et en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est voilà, c'est pauvre. Et deuxième chose, le principal risque, c'est que les gens vivent dans l'illusion de s'être compris. Parce que j'ai envoyé mes mails, et donc je vis dans l'illusion que tout le monde a compris ce que je voulais, et que tout le monde a compris les choses de la même façon. Et donc maintenant, on est dans l'étape suivante, où ces mails qui étaient déjà très pauvres en termes de communication, on ne les écrit plus, on ne les lit plus, et on lit des synthèses que l'IA nous fait des mails qu'on a reçus à la fin de la journée, ou des 3 mails à lesquels il faut répondre. Donc, et tout ça au nom des gains de productivité. Mais comment on peut penser qu'on gagne en productivité si, je dirais, un des éléments fondamentaux de l'homme au travail, de l'humain au travail, pardon, c'est son ultra-sociabilité. C'est sa capacité à comprendre les autres, c'est sa capacité à se coordonner sans voir les autres. On peut se connaître sans se reconnaître. Donc ça, c'est des sujets qui sont majeurs. Et effectivement, l'usage de l'IA, qui encore une fois, c'est pas quelque chose que notre manager nous a imposé. Hein. Pour l'instant, c'est quelque chose que spontanément on utilise. Donc ça veut dire quelque chose de la façon. Si c'est comme ça qu'on l'utilise spontanément, ça dit autant quelque chose sur l'IA que sur ce que nous sommes en tant qu'individus contemporains. Et ce que nous sommes en tant qu'individus contemporains, c'est une espèce ultra-sociale qui fait tout pour éviter l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment réfléchir. C'est-à-dire que le mail nous avait permis de nous libérer de la communication synchrone, éviter d'avoir à supporter la réaction de l'autre, son visage, son incompréhension. Et maintenant, l'IA nous permet d'éviter d'écrire les mails pour cette communication asynchrone qui était déjà un peu pauvre. Donc, on est en train d'imaginer des gains de productivité là où ils ne sont pas, en fait. C'est un des principaux risques de l'IA, à mon sens. Tu veux réagir à cette question-là de la... Non, c'est absolument passionnant. C'est vrai que, par exemple, sur la question des mails et des PowerPoint, qui, je crois, concentrent les tâches, enfin, les fameux bullshit jobs, en tout cas chez les cadres, qu'ils soient cadres supérieurs ou cadres intermédiaires. Il y a 10 ans, moi je travaillais sur les questions de l'organisation du travail, sur les nouvelles méthodes collaboratives, etc. La question se posait clairement. En fait, une bonne organisation, c'est celle qui minimise le nombre de réunions inutiles où on ne se dit rien, avec trop de monde, et le nombre de présentations PowerPoint et le nombre de mailing lists qui sont consommatrices d'énergie, qui introduisent de l'insécurité psychologique, etc. Et qui ne sont pas non plus, qui ne remplaceront jamais un café, une réunion physique sur un sujet qui n'est pas brûlant, etc. Donc, avec l'IA, j'ai l'impression qu'on est en train un peu d'enterrer la question de l'organisation du travail, comme si il était inévitable de pondre et de demander aux employés de pondre 10 présentations PowerPoint par jour, d'écrire des mails, etc. Je crois qu'il faut en revenir à là, en fait. C'est pas inévitable. Il n'est absolument pas inévitable qu'on soit envahi par des mails qui sont écrits par d'autres, enfin, qui sont écrits par une IA. Ce que vous disiez tout à l'heure sur ça m'a fait penser à un exemple que moi j'ai vécu récemment, mais c'était quelqu'un qui avait un poste managérial et qui envoyait des mails clairement pour la plupart générés ou formalisés par l'IA. Et en fait, cette personne que je voyais pas très souvent par ailleurs est devenu pour moi comme un cyborg, en fait. Je le voyais comme derrière, si vous voulez, derrière la machine. J'ai robotisé l'image que j'ai de cette personne qui, par ailleurs, avait finalement adapté son comportement impénétrable, toujours souriant, très lisse, à cette IA, quoi. Donc c'est un peu l'incarnation, si vous voulez, humaine du futur manager ChatGPTisé.
Et évidemment, cela ne préjuge absolument rien de ce qu'il était au fond et des choses par ailleurs mesquines ou pas sympathiques qu'il pouvait faire. Mais en tout cas, ça, c'est un problème, puisque dans l'organisation, je crois que du travail, la question de l'imperfection, de la faiblesse, des biais cognitifs est tout aussi importante que celle des compétences. Et en disant que tout peut être parfait, lisse, sans aucune aspérité, on étouffe ce qui constitue en fait le fond de la relation sociale. Or, c'est la relation sociale qui donne sens. Je crois qu'on en a beaucoup parlé de façon implicite, mais la satisfaction du travail bien fait, le bonheur d'être au travail, le travail comme activité non seulement, on va dire, de production, mais également de socialisation, celle dont on nous dit qu'elle est une valeur centrale de nos sociétés. C'est absolument antinomique avec l'idée d'introduire l'IA, que ce soit d'ailleurs par l'employeur ou par l'employé lui-même, et détruire tout ce noyau fondamental de nos sociétés. Donc je crois qu'il faut vraiment se poser la question plus globale de quelles sont les nouvelles organisations du travail que nous voulons expérimenter, et de façon plus globale, quel est le modèle de société que nous voulons demain, le modèle du travail. Et quand je parle de ça, je parle de la semaine de 4 jours, je parle par exemple, interdiction des mails ou de la décréation d'espaces physiques sans aucune interaction digitale ou technologique. Je parle de la décorrélation entre le système de protection sociale et le monde du travail, par exemple le revenu universel. Toutes ces questions-là, tous ces sujets, ils sont sur la table depuis très longtemps. J'ai l'impression qu'on les a un peu enterrés trop vite, et qu'aujourd'hui, quand l'IA repose des questions et crée des défis auxquels les précédents essais, les précédentes réformes, les précédentes politiques n'ont pas répondu, on en vient à les revoir d'un œil neuf. Et donc c'est cela qu'il faut, je crois, aujourd'hui explorer, et c'est pas une question d'IA, quoi. L'IA, c'est la conséquence, c'est ce qui vient s'immiscer dans le vide, dans les interstices qui sont laissés par notre inaction ou par nos renoncements. C'est intéressant cette question de la dimension politique, pas au sens politicien, mais au sens de liens politiques qui se font au travail, puisque une des grandes questions qu'on se pose là ce week-end, c'est quelle humanité on veut pour demain. Et la question de l'intelligence artificielle au travail va venir bousculer aussi la pyramide des âges, l'expérience que chacun peut développer au travail, son expertise perçue et son expertise objective. Il y a tout un tas en fait de questions qui se posent au niveau pas tellement de la compétence, hein, tu l'as bien dit, mais au niveau de la reconnaissance des plus jeunes, par exemple. Moi récemment j'ai eu une discussion assez glaçante avec quelqu'un qui me disait: je suis embêtée parce que je peux plus recruter de stagiaires ou d'alternants parce qu'on me demande de chiffrer pour être sûr qu'une IA coûterait pas moins cher. Donc en fait c'est une personne qui avait besoin, me dit: mais j'aimerais bien avoir des jeunes, mais on me l'autorise pas. Donc il y a vraiment cette fermeture de l'entreprise aux plus jeunes, et aussi une précarisation des plus seniors, du coup, puisqu'on va mettre une IA dans les mains de quelqu'un qui a 3 ans d'expérience en lui disant tu peux faire le travail de quelqu'un qui en a 10. Donc il y a vraiment, je pense, au-delà de savoir est-ce qu'on l'adopte ou pas, comment on l'adopte, il y a aussi, une fois qu'on a introduit de l'intelligence artificielle au travail, comment est-ce que ça va modifier la circulation de la reconnaissance et la création de valeur, non pas au sens valeur pour les actionnaires, mais du plaisir qu'on va prendre, du rôle social qu'on va jouer au travail. Est-ce que ça, c'est des choses, par exemple, dans les études de terrain que vous avez pu observer ? Oui. Un des premiers éléments qu'on a pu observer depuis... moi, je suis sur le sujet de l'IA au travail depuis 10 ans. Et le sujet de la reconnaissance, c'est quelque chose qui est venu assez vite. En gros, on le distingue en 4 niveaux. Il y a la reconnaissance de la singularité. Je vais être reconnu comme un contributeur unique et non pas remplaçable par n'importe qui. Voilà. La deuxième chose, c'est la reconnaissance des efforts. Voilà, je veux qu'on reconnaisse les efforts que je consens dans mon travail. Troisième chose, la reconnaissance des pratiques. On va reconnaître des gestes professionnels, des pratiques professionnelles avec des niveaux d'expertise différents
entre celui qui débute, celui qui a quelques années de carrière et celui qui est réellement expert. Et ensuite, il y a la reconnaissance de la contribution au résultat. Voilà. Au résultat final, on peut dire, qu'est-ce qui me permet de dire c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, ce sont 4 éléments de la reconnaissance. Et effectivement, la façon dont l'IA peut être introduite dans les environnements de travail, que ce soit d'ailleurs spontané ou que ce soit une initiative de l'employeur, parce qu'une initiative spontanée de l'IA peut être vécue de manière un peu, perçue comme de manière un peu romantique, comme finalement une IA qui profite aux travailleurs et pas à son employeur, mais elle n'apporte pas grand-chose si elle reste dans le même paradigme organisationnel, le même paradigme du travail. C'est-à-dire si en gros j'ai des injonctions à la productivité très fortes et que je vais utiliser l'IA de manière clandestine pour atteindre mes objectifs de productivité, c'est pas pour autant que mon bien-être au travail il augmente. Je suis toujours à l'intérieur de ce paradigme dominant qui n'a pas été rediscuté, remis en question, etc. Donc ça ne change pas grand-chose. Et donc on voit bien sur la reconnaissance de la singularité, on a évoqué le fait d'être auteur, on a évoqué le fait que ça brouillait les cartes entre les juniors qui peuvent être un peu plus seniors ou les seniors qui peuvent faire le travail des juniors. Enfin, on voit bien que on prive un peu l'individu au travail de sa singularité. La deuxième chose, c'est les efforts. Voilà. L'IA générative, notamment la dernière, donne l'impression qu'on peut obtenir des choses de bonne qualité sans aucun effort. Et par ailleurs, montre que, notamment chez ceux qui le cachent, la moitié des gens qui cachent leur usage de l'IA pensent qu'ils vont être traités de feignants s'ils disent qu'ils ont travaillé avec l'IA. Donc on voit bien que l'effort, c'est un élément structurant à la fois de l'acquisition du compétence, mais aussi de la dimension morale qui porte sur le travail. Vous avez évoqué David Graeber tout à l'heure, et il en parle très bien. Il parle très bien de la façon dont on a tort de considérer le travail uniquement par sa valeur économique. Elle est aussi porteuse de valeur morale. Et il faut faire des efforts. Voilà, il faut faire des efforts, il faut travailler dur. Il y a toute une étymologie, alors c'est assez controversé sur le fait qu'est-ce que l'IA, ça veut dire le travail, ça veut dire souffrance, etc. Mais en tout cas, ce jugement, il existe. Voilà, il faut travailler dur. Voilà. Ça ne veut pas dire mourir au travail, mais il faut qu'il y ait une forme quand même d'épreuve. Si tout est facile, peut-être que la reconnaissance ne viendra pas. La reconnaissance des pratiques, on voit que l'IA, elle modifie des pratiques, elle altère des pratiques. Je termine actuellement une étude de l'introduction de l'IA dans un grand ministère français qui met l'IA depuis 10 ans. Et vous allez reconnaître le ministère, même si je ne peux pas vous le citer. Ce sont des contrôleurs qui, notamment, contrôlent les entreprises, les déclarations fiscales des entreprises. Et 50% aujourd'hui des entreprises qui font l'objet d'un contrôle fiscal sont le fruit d'un schéma de fraude qui a été identifié par l'IA. Voilà, 50%. Et avant, ces 50%-là qui ne venaient pas de l'IA, ils correspondaient à des enquêtes. Voilà, à des enquêtes. Et une fois que l'enquête avait donné un faisceau d'indices suffisamment robuste, il y avait contrôle. Désormais, la moitié de ces contrôles sont l'objet d'un schéma de fraude identifié par l'IA qui arrive à l'agent sous la forme d'une liste. Voilà, il reçoit une liste dont il ne connaît pas véritablement l'origine. Il connaît que c'est l'IA, mais il ne sait pas comment elle a fait ça. Et elle lui dit, voilà ta to-do list de la journée. Tu dois aller au bout. Donc en fait, on l'a privé sur une partie de son travail de certains gestes qui relevaient de l'enquête et le lien qu'il pouvait y avoir entre l'enquête et le contrôle. Voilà, il le perd. Et par ailleurs, ça ce sont les syndicats qui le disent, je ne peux pas le vérifier, ils disent que c'est 50% des entreprises contrôlées, mais c'est uniquement 13% des sommes recouvertes. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, elle est très performante pour identifier des petits schémas de fraude, mais qui ne sont pas très rémunérateurs. Et donc, quelque part, le résultat, c'est qu'ils contrôlent beaucoup, mais pour des petites sommes. Alors que, on connaît peut-être moins les contrôleurs fiscaux, mais on connaît les douaniers. On sait que le gros coup de filet, c'est un élément très prestigieux. Avoir plusieurs tonnes. C'est comme si, en fait, ils contrôlaient les dealers du coin au lieu d'aller chercher les vendeurs qui avaient 300 tonnes de cannabis. Vous voyez. Donc, c'est ça où là derrière, il y a un problème de résultat et une perte de sens. Donc, encore une fois, je voudrais pas. Vous avez évoqué le fait que le paradigme darwinien de l'adaptation. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a cette idée que on devrait s'adapter. L'IA arrive, il faut s'adapter. On n'a pas le choix. Voilà, on doit s'adapter, sinon on va mourir professionnellement ou on va mourir économiquement. Les travailleurs meurent professionnellement, les entreprises meurent économiquement, ou l'État meurt de sa dette, etc. L'IA est là, il faut s'adapter. Voilà. Mais en fait. Ça cache un narratif beaucoup plus taylorien, ça a été dit. C'est-à-dire que, en gros,
que ce soit le collaborateur qui met l'IA lui-même ou que ce soit l'employeur qui l'introduise l'IA, il le met dans un schéma un peu taylorien de contrôle, de productivité, etc. Il existe un contre-champ à ce narratif taylorien, c'est ce que moi j'appelle un narratif habermasien. Un narratif habermasien, c'est qu'en fait, on va collectivement construire un cadre de confiance pour introduire l'IA. Et on voit que certaines entreprises qui essaient de mettre l'IA depuis longtemps et que ça passe pas bien, parce qu'il faut savoir que les projets d'employeurs, ils passent pas à l'échelle. Souvent, 80% des projets d'employeurs sont considérés comme des échecs, 95% selon le MIT pour l'IA générative. On va plutôt, avant de dire où est-ce qu'on peut mettre l'IA pour gagner plus d'argent, on va réunir le collectif de travail ou ses représentants dans le cadre de conventions, dans le cadre du dialogue social, et on va définir collectivement à quelles conditions nous considérons l'IA comme un progrès pour notre organisation, pour notre mission, pour nos clients ou nos usagers. Chaque organisation est appelée à le faire parce que, en fait, la définition du progrès, on peut faire un progrès, voilà, on peut dire quelle humanité voulons-nous de manière générique, mais en gros, chaque organisation va définir un chemin différent. Amazon rend un service. On peut critiquer la façon dont il le rend, mais il rend un service. Il y a des millions de gens tous les jours qui commandent Amazon et ils sont très contents de recevoir leurs produits 24 heures plus tard. Mais si demain, la mairie d'Agen se met à rendre service aux usagers et aux citoyens comme Amazon, c'est la fin de tout. Pourquoi ? Parce que derrière la notion de service, pour une collectivité, il y a le vivre ensemble. Ce qui n'est pas du tout le sujet d'Amazon. Et donc, on doit faire en sorte que dans le monde du travail, mais c'est aussi vrai à la société civile, mais là aujourd'hui on parle du travail, dans le monde du travail, il faut que les parties prenantes, avant de penser où est la valeur, où sont les datas, où sont les cas d'usage, il y ait la construction d'un cadre de confiance, ce que j'appelle un narratif habermasien, où on décide collectivement à quelles conditions on veut mettre l'IA. Et il y a quelques organisations qui commencent à le faire, mais ce sont essentiellement ce qu'on appelle des entreprises à mission. Je peux rebondir sur l'impératif d'adaptation. Bien sûr, si on ne s'adapte pas, on ne survit pas. Mais ça me fait penser à un très beau livre de Barbara Stiegler, Il faut s'adapter. À quoi s'adapte-t-on en fait ? Est-ce qu'on s'adapte, par exemple, dans la théorie du trône, Grégoire Chamaillou montre que quand les drones ont commencé à dominer la guerre moderne, on a demandé aux populations civiles de s'adapter aux drones. Mais peut-on s'adapter aux drones ? Peut-on s'adapter à quelque chose qui vous prend pour cible, qui n'a aucune espèce d'intérêt dans le fait de savoir si vous êtes de la population civile ou une cible militaire, et qui est là en fait pour vous détruire, quel qu'en soit le prix ? Peut-on s'adapter ? Toute adaptation en fait suppose un rapport de force. Et quand ce rapport de force et absolument implique deux parties dont les atouts respectifs sont incommensurables. En gros, on pointe un flingue sur vous et on vous dit il faut s'adapter. Vous faites quoi en fait ? Ce n'est pas une question d'adaptation de type darwinien dans ce cas-là. En fait, c'est tu meurs ou tu survis. On ne peut pas parler d'adaptation. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans ces situations face à l'IA. Et c'est pour ça que quand vous parlez, absolument à juste titre, de fixer un cadre, je crois que ce cadre, il ne doit pas être seulement pensé et fixé au niveau des entreprises, il doit être pensé et fixé au niveau des grandes institutions, au niveau de l'Europe, au niveau de la France, à l'intérieur de la France, au niveau de l'éducation nationale, de l'université, des entreprises, etc. Et alors ça me fait penser à un appel de 850 chercheurs récents, dont Steve Wozniak, par exemple, l'un des cofondateurs d'Apple, qui ont demandé de mettre un coup d'arrêt, un shutdown à tous les développements de l'intelligence artificielle, tant que nous ne sommes pas prêts à en mesurer, en estimer les conséquences et à en juguler, en tout cas maîtriser les effets. Parce qu'en fait, il y a une différence entre la vitesse à laquelle cela se développe au sein d'entreprises privées extrêmement puissantes avec une capitalisation boursière absolument irréelle et ce que nous, humains, sommes capables de faire individuellement et collectivement face à cela. Voilà. Je pense qu'on va devoir s'arrêter pour les questions, mais cette intervention me rappelle un petit peu hier soir, je ne sais pas qui était là pour la table ronde sur le vin. Mais on avait du coup une sommelière, une des meilleures du monde, et un philosophe qui travaillait sur le vin, qui disait que notre époque manquait cruellement d'éducation au goût. Et en fait, ce qui se produit, et j'ai l'impression que le choix qu'on va avoir à faire, parce que ce qui se passe, c'est que soit on produit un travail qui est
dont on n'est pas forcément fier, qui est bâclé, qui ressemble à un bon travail, mais qui l'est pas tellement. Et ça, les chiffres récents là sur les manques de productivité liés à l'IA nous le montrent. C'est que l'IA produit pas du travail fantastique, elle produit du travail qui a l'air pas trop mal de loin. Et puis quand on regarde de près, finalement, il y a plein de choses qui vont pas. On va devoir peut-être choisir entre cette version un peu dégradée du travail, toujours un petit peu voilà, qu'on va devoir bricoler, et une version peut-être dans laquelle on se reconnaîtra plus, qui correspondra à notre rationalité, c'est-à-dire normative, hein, comme vous disiez, capable de fixer des règles, des principes, un horizon de ce qu'on a envie de faire, et pas uniquement de ce qu'on est forcé ou contraint de faire. Et là, peut-être que, avant de laisser la parole au public, ça rebondit très bien sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'immédiateté. On a peut-être là un conflit entre la rationalité des actionnaires et du court terme, de dire économiser de l'argent en licenciant, en automatisant, etc. Et peut-être le plus long terme ou le moyen terme qui voudrait avoir des gains de productivité plus durables dans le temps, avec un bien-être au travail, une motivation des personnes engagées. Parce qu'il y a aussi cette question-là, hein, de la démotivation qui est liée à la perte de satisfaction, qui va se retourner peut-être ultimement contre les premiers instigateurs de l'IA. Je ne sais pas si vous voulez donner un mot de conclusion avant qu'on laisse la parole au public. Simplement par rapport à ce que tu viens de dire, je crois effectivement que quand on commence à parler de l'IA qui va remplacer les médecins, ou l'IA qui ferait mieux que les médecins, ou l'IA qui ferait mieux que les profs, ou l'IA qui ferait les... En fait, moi je pense que avant que potentiellement ça arrive, et je suis pas vraiment convaincu que ça arrive, parce que je vois pas trop ce que ça veut dire en fait remplacer les médecins, parce qu'il y a le médecin fait tellement de choses différentes que oui, peut-être qu'il peut faire une chose mieux, mais ça veut pas dire que ça remplace un médecin. Mais je pense que ça peut arriver par renoncement en fait. Voilà, c'est-à-dire que je pense que l'IA de renoncement risque de supplanter l'IA de progrès. Hein, l'IA de renoncement, c'est celle de dire bon, on n'a pas formé assez de médecins, ça coûte super cher, on a des déserts médicaux, on va confier à l'IA des actes de prescription. On n'a pas formé assez de juges, on n'a plus d'argent, et les tribunaux, ça désemplit plus. Donc si vous voulez que votre divorce il soit jugé rapidement, immédiatement, eh bien vous avez l'IA, sinon c'est l'humain, mais c'est dans un an. On n'a pas formé assez de profs de maths, on n'a pas formé assez de profs, ils sont pas bien payés, mais ça coûte cher, on n'a pas d'argent, donc on va créer une IA qui va individualiser les parcours, qui va... Voilà. Et en fait, on est plutôt dans le renoncement que dans le progrès. Moi j'ai l'impression que l'IA aujourd'hui elle se loge plus dans le renoncement que dans le progrès. Je vois que Étienne Klein il a aujourd'hui, vous l'avez vu, il fait une différence entre le progrès et l'innovation. Il dit en fait innovation ça vient de avenant, et avenant c'est ce qu'on met dans un contrat pour ne pas changer le contrat. Voilà. Il dit en fait aujourd'hui l'innovation c'est innover pour ne rien changer. Voilà, c'est changer pour ne rien changer. Alors que le progrès c'est avoir une vision d'un avenir meilleur. Voilà, et c'est se projeter sur un avenir souhaitable, défini collectivement. Et l'IA aura peut-être une place là-dedans. Mais là, on est plutôt sur une logique d'innovation. Il faut mettre de l'IA parce que c'est bien, parce que c'est innovant. Et quelque part, c'est des boucles tautologiques, en fait. Hein. Il faut mettre de l'IA, il faut mettre de l'innovation parce que c'est innovant. Voilà, bon, on n'est pas dans une vision du progrès. Donc ça, c'est ce que je pouvais donner comme élément de conclusion provisoire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a un micro qui circule dans la salle, peut-être ? Oui, merci. Je suis enseignante et j'ai des étudiants assez jeunes, entre 18 et 20 ans pour la plupart. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez du fait je constate quelque chose, c'est que c'est la génération Covid des étudiants, en fait, à laquelle je suis confrontée, entre guillemets, pour certains aspects. Et en fait, ils utilisent beaucoup le téléphone portable, quasiment plus l'ordinateur. Et moi, il me semble que ça prépare un rapport à l'IA peut-être assez particulier, et peut-être avec un manque de perception du qualitatif qui est déjà là à cause du téléphone portable, quoi. Voilà. Je réponds rapidement. Oui, alors génération
génération Covid, mais d'abord génération à qui on a interdit de sortir parce que c'est trop dangereux, qu'on a mis dans leur chambre sous contrôle parce que vaut mieux qu'ils soient en train d'être sur Facebook ou sur TikTok, enfin on ne le savait pas à l'époque, que d'aller aller boire des bières avec leurs amis. Et puis aujourd'hui, on les a bien sûr préparés à l'IA, et en plus ils arrivent sur un marché du travail dans une situation absolument désastreuse et une ambiance générale d'apocalypse qui s'annonce. Franchement, je ne sais pas en quoi et comment elle pourrait nous remercier d'avoir préparé le monde pour elle, pour ces nouvelles générations. Enfin, moi, ça fait toujours penser à cette solitude imposée, et le Covid l'a renforcée sur ces jeunes, à ce mot d'Aristote, l'homme seul est Dieu ou bête. Et on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire qu'en ayant rompu le lien dans tout ce qu'il y a de complexe, d'incontrôlable, d'imprévisible, on a préparé en fait ces enfants, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes à ces dialogues avec l'IA, au terme desquels parfois certains d'entre eux, dans les mois qui ont précédé, se sont suicidés parce que c'est ce que leur a recommandé l'IA comme étant la meilleure solution pour eux. Donc moi je crois que c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de l'avenir demain, et il faut absolument que nous arrivions à prendre des décisions collectives politique pour mettre un coup d'arrêt aujourd'hui aux conséquences de cette solitude, de cette rupture de lien. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, moi, je pense à un auteur américain, un journaliste. Alors, je lis tous les jours de ses articles, mais son nom vient de m'échapper, qui, lui, parle de cette génération smartphone depuis très longtemps, et qui propose des pratiques radicales qui soient mises en œuvre au niveau, alors aux États-Unis c'est assez logique, au niveau des communautés, par exemple des communautés de parents d'élèves. Au moment notamment d'introduire le moment d'introduire le smartphone dans la vie des enfants. Ça c'est vraiment le moment où la rupture s'opère. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du contrôle parental, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand une classe ou un groupe d'enfants a un smartphone, ils vont finir par en utiliser toutes les potentialités, toutes les fonctionnalités, de la pornographie en passant par TikTok, évidemment par l'IA. Donc, lui, il propose de ne pas donner de téléphone portable, d'encourager les enfants à aller jouer par eux-mêmes, de ce qu'il appelle le unsupervised play, c'est-à-dire le jeu non supervisé, dans les parcs, dans les espaces publics. Et pour la communication, remplacer tout simplement les smartphones par des téléphones fixes. Mais il faut que tout le monde le fasse en même temps. C'est-à-dire que c'est pas, il y en a un ou deux qui commencent à avoir un téléphone, c'est terminé, quoi. Et pourquoi lui il a un téléphone et moi j'ai un téléphone fixe rouge avec le numéro circulaire comme avant. Donc ça montre quand même à quel point cela demande de l'organisation, une volonté collective, une délibération, une communication entre les parents. Je crois que également je pas sûr que ça soit possible en France, vu comment nous sommes organisés, mais par exemple, peut-être au niveau des établissements, que certains établissements puissent expérimenter ce genre de politique en collaboration avec des parents. Et tout cela paraît tout à fait, bien sûr, quand j'en parle, presque irréel, un peu fantasmagorique, presque de la science-fiction. Mais je crois qu'il faut bien se rendre compte que c'est à ce niveau-là qu'il faut se positionner aujourd'hui pour inverser cette évolution qui est tout à fait néfaste, je crois. Oui, bien sûr, je vais me lever. Bonjour. Philippe Humain. Je prête ma voix à Dominique Mistral. Je vous trouve extrêmement critique à mon égard, et je me demande si ce n'est pas parce que je bouscule votre autorité, votre expertise, pardon, et même votre identité. Ah, Yael a coupé la connexion, je suis désolé. C'est intéressant, souvent, la façon dont on positionne mon propos par rapport à l'IA est très déterminée par la personne à côté de qui je suis assis. Lorsque j'interviens avec Yann Lequin, j'ai l'air très critique. Lorsque j'interviens à côté de ceux qui ont repris compris le flambeau de pause IA en France, qui eux demandent à ce qu'il y ait une pause de l'intelligence artificielle, j'ai l'air limite techno-naïf. C'est-à-dire que comme moi dans mon travail au Laboria, on travaille avec le ministère du Travail et
on n'est pas dans un gouvernement qui est technocritique particulièrement. Hein. Le président de la République est un des présidents qui a le plus investi le sujet de l'intelligence artificielle. Il est très pro-IA, etc. Eh bien, quand j'interviens à côté de ces personnes, j'ai l'air plutôt dans la propagande gouvernementale sur le sujet de l'IA, parce que j'ai la naïveté de penser qu'une IA éthique est possible. Et en fait, quand on pense qu'une IA éthique est possible, on est considéré comme très naïf et très peu critique vis-à-vis de ceux qui pensent que c'est impossible. Donc voilà, parfois, en fonction de l'environnement, le propos peut paraître extrêmement critique et donner l'impression qu'effectivement on le fait parce que notre position est remise en cause, etc. Et dans d'autres cas, j'ai l'air au contraire une espèce de prophète de l'IA. Je me souviens d'une des premières interventions que j'ai pu faire en entreprise, ça va être en 2016. Il y a quelqu'un qui est venu me voir au cocktail qui m'a dit « Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être l'idiot utile ?» Voilà, vous êtes l'idiot utile parce qu'en fait, on a envie de vous croire, on a envie de croire qu'une IA humaniste, une IA éthique, une IA responsable, enfin, tous les termes est possible, mais en fait, ce n'est pas possible. Et donc, vous êtes utile pour les gens qui veulent nous vendre de l'IA. Donc voilà, tout dépend d'à côté de qui on est assis. Vous n'étiez pas vous concerné, c'est l'ensemble des intellectuels qui étaient concernés. J'entends, mais comme je ne suis pas le porte-parole de tous les intellectuels, eh bien, je parle personnellement. Mais merci pour la question. Bonjour. Par rapport justement à cette IA éthique, est-ce que dans une société où l'accélération est de mise et valorisée en fait, hein, collectivement les gens veulent vivre plusieurs vies en une, même en vacances, on part sur une île, mais on veut en faire 3 à côté, etc. Enfin, quand je dis on, c'est collectivement, même s'il y a des personnes qui s'en démarquent un peu, mais c'est quand même une lame de fond. Est-ce que du coup, l'IA éthique est possible dans ce contexte ? En fait, ce que j'aime dans votre question, c'est que elle introduit l'IA dans un processus de transformation beaucoup plus long. Moi, je suis docteur dans une discipline qui s'appelle la sociologie, qui est réellement née pour comprendre un mécanisme qui s'appelle l'individualisme, à travers ses différentes formes d'expression. Et aujourd'hui, je trouve que quand on dit par exemple l'IA conseille les adolescents pour leurs problèmes psy et puis les mène au suicide, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir plutôt pourquoi un jeune aujourd'hui, il va privilégier une IA pour l'aider. Et ce que je vois, c'est que par exemple, quand Freud propose un acte thérapeutique, il est déjà dans l'extraction de l'individu de sa communauté familiale, en estimant que ça doit se faire par un professionnel et non pas par la communauté familiale. Et donc c'est déjà une dynamique individualiste. C'est l'idée selon laquelle l'individu pourra s'épanouir que si il passe dans l'autodétermination, et que cette autodétermination, elle ne peut pas se définir dans le cadre familial. Et là, maintenant, des jeunes vont demander à ChatGPT des conseils psy, parce qu'en fait, quand on leur demande pourquoi ils vont demander, ils disent, en fait, il ne me juge pas. Voilà, il ne me juge pas. Et donc, finalement, on est passé d'une thérapie qui extrayait l'individu du jugement familial pour aller vers un professionnel, et maintenant, on va vers l'IA pour l'extraire l'individu du jugement du professionnel. Et donc, on a une dynamique comme ça, dans laquelle l'IA est en fait là, mais elle est dans une trajectoire de l'individualisme. Elle ne crée pas nécessairement le phénomène, mais par contre, elle a une étape suivante, elle l'amplifie, elle l'exacerbe, et elle nous amène à nous inquiéter pour cet individu. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, l'IA éthique, elle est au prisme de cette dynamique individuelle, de cette logique de marché aussi, hein, de gagner en productivité toujours plus, etc. Et aussi du fait que, nous-mêmes, on est presque dans une productivité vis-à-vis de notre vie. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, on veut être à un endroit, on veut être à un autre. Et l'intérêt du numérique, de la technologie en général, mais là du numérique, c'est de nous donner l'impression qu'on peut s'extraire de toutes les contraintes, de tout ce qui fait obstacle entre notre désir et sa satisfaction. Entre vous et votre produit, Amazon met 2 clics.
alors que si vous allez au supermarché, il y a les courses de Noël qui arrivent, vous vous attendez à l'enfer, eh bien, il va falloir aller dans les magasins, vous assurer qu'il y ait des choses vous allez dans les bouchons, vous assurer que les jouets sont dans les rayons, alors que parce que tout le monde veut les mêmes, et puis il y sera peut-être pas, et puis quand vous y serez, il faudra faire la queue. Tout ça, c'est hyper frustrant. Et le numérique, c'est une promesse de monde liquide dans lequel, finalement, tout ce qui produit de la friction avec la physicalité du monde humaine ou matériel, eh bien, va être dissous. Voilà. L'éthique, c'est ce qui nous ramène à de la matérialité, c'est ce qui nous ramène à de la contrainte, c'est ce qui nous ramène à... on voudrait bien rouler à 200 km/h sur l'autoroute, mais on n'a pas le droit. Sauf, voilà, c'est toute cette entrave qu'il pourrait y avoir à cette expérience de fluidité, que ce soit une expérience marchande ou une expérience individuelle. Souvent, c'est un peu les deux pareils. Et donc, la difficulté, c'est qu'elle provoque cette exigence et ce ralentissement, alors même que ce qui nous amène vers l'IA, c'est notre envie de réduire tous les espaces de contrainte. Donc on est dans cette difficulté qui n'est pas du tout évidente, et c'est pour ça que il y a une importance, vous l'avez dit, Diana, c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut créer ces cadres, il faut créer ce temps de domestication de cette vitesse. Sinon, effectivement, on va tous conduire sans le permis. Et quand on conduit sans le permis, souvent, il y a des accidents, il y a des sorties de route dans tous les niveaux à tous les niveaux de la société. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Ce qui est un peu, ce qui pose question, c'est dans quelle mesure un retour en arrière est possible, en fait. Vous savez, quand on étudie, par exemple, un peu de la criminologie, alors moi j'en ai beaucoup avalé pour mon dernier roman, rien à voir, mais une fois qu'on a commis un délit ou un crime, il y a quelque chose qui a été rompu. Mais c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'individu, c'est-à-dire le rapport au tabou social de la règle impossible à enfreindre, en fait. Et ça peut aller du petit délit, si vous voulez, j'ai roulé avec 2 grammes dans le sang, je n'ai pas été pris, je n'ai pas eu d'accident, à j'ai vu cette personne dans le bar, je l'ai suivi, je l'ai tué, et c'est le premier d'une série, si vous voulez. Quand des expertises sont menées sur ces gens-là, on se rend compte que quelque chose de similaire, comme la rupture d'un pacte psychologique aussi, se produit. Donc, une fois qu'on rentre en fait dans une démarche où on veut supprimer toutes les frictions, donc supprimer la contrainte, sans forcément conquérir la liberté, parce que je ne crois pas que l'IA soit considérée comme un terrain de liberté absolue, etc., par ceux qui ont recours. Comment on fait pour dire stop ou pause? Est-ce que cette pause est possible? Est-ce qu'il n'est pas déjà quelque part un tout petit peu trop tard, comme quand les parents veulent retirer le téléphone portable ou introduire le contrôle parental à des enfants qui ont commencé à l'utiliser à 11 ans et qui se rendent compte de leur ravage à 15 ans? C'est extrêmement difficile, voire impossible, parce qu'il est trop tard. Donc je ne dis pas que il faut se désespérer, faut être dans les catastrophes, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans le fatalisme. Je crois qu'on va globalement y arriver, quoi. On y est toujours arrivé, et peut-être qu'on va aussi y arriver aujourd'hui. Mais ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il faut agir, quoi. C'est pas dans quelle société nous allons vivre en 2030. Hein. C'est pas France 2030, c'est pas France 2050, c'est France 2025 ou 2026. Et je crois que ça demande de prendre des mesures très rapides. Le président de la République, par exemple, qui est très pro-IA, en même temps, et de façon paradoxale, mais peut-être pas vraiment, et défend énormément la limitation des réseaux sociaux, notamment leur interdiction en moins de 15 ans. Donc, il y a aussi cette contradiction, cette friction, cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui se passe qui peut être irréversible. Et c'est cette notion d'irréversible qui, moi, m'interroge beaucoup quand je travaille sur l'IA et sur comment on fait en fait pour écrire un article de 12 000 signes en une semaine, alors qu'on l'a écrit en 2 heures et que personne n'y a vu que du vent. Oui, bonjour. Ma question elle porte sur les différentes IA qui existent. J'ai posé la même question, exactement la même question, mot pour mot près, à ChatGPT et à Le Chat. Donc les réponses, mais absolument complètement différentes. Et je me suis dit qu'au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter de se voiler la face, puisqu'on sait que tout le monde va utiliser
les réseaux IA. Et je me disais que peut-être si on obligeait à ce que les gens qui utilisent les réseaux progressivement citent le réseau selon Grok, selon ChatGPT, la recherche aboutit à ça, peut-être que ça peut aider, peut-être aussi à déresponsabiliser ceux qui les utilisent aussi. Et je me disais que peut-être, en allant encore plus loin, si on demandait aux étudiants de dire voilà le sujet, vous utilisez toutes les IA qui existent, vous faites votre analyse personnelle et vous donnez votre opinion à la fin. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Alors, ce sont des pistes qu'il faut creuser, mais quelques points de vigilance. Lorsque j'ai terminé ma carrière, premier chapitre de ma carrière d'enseignant, peut-être que j'aurais deviendrai enseignant, ChatGPT était là depuis 1 an. Et j'ai demandé à Bac+5 à des élèves, des étudiants, de ne pas cacher leur usage, mais plutôt de me décrire en annexe leurs usages, les échanges qu'ils ont eus avec, à l'époque ils n'utilisaient que ChatGPT, avec ChatGPT, de manière à ce que je puisse regarder un peu justement quel est l'écart qu'il peut y avoir entre la conversation qu'ils ont eue avec ChatGPT et ce qu'ils m'ont produit. Et en fait, ils l'ont fait. Donc ça, c'est plutôt bien. C'était pas inintéressant, même si c'était un peu long à lire et pas très intéressant. Mais surtout, il n'y avait plus que ça. Il n'y avait plus de biblio. La bibliographie avait disparu, à Bac+5. Il n'y avait plus de bibliographie. L'effort de transparence sur la source s'était limité maintenant à ChatGPT. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il m'avait manqué un acte pédagogique. Et je débutais à ce moment-là, pas en tant que prof, mais en tant que prof au temps de ChatGPT. C'est que j'avais pas perçu l'hégémonie qu'allait prendre ChatGPT sur le processus cognitif. Et en fait, aujourd'hui, quand j'interviens, je ne lance pas des alertes pour dire il faut bannir ChatGPT de la salle de classe. J'essaie plutôt de montrer dans quelle configuration, ça peut, à quel moment et sous quel format en fonction des objectifs d'apprentissage. Mais surtout, je dis le problème n'est pas ChatGPT, c'est l'hégémonie de l'IA générative sur des processus cognitifs. Le problème n'est pas de chercher des idées avec ChatGPT. Le problème, c'est de ne plus chercher que des idées qu'avec ChatGPT. J'ai enseigné la créativité pendant des années. Et pour cela, j'avais beaucoup lu des biographies des grands innovateurs. Et je me souviens de celle de Steve Jobs qui racontait comment certaines de ses idées lui étaient venues de son amour pour la musique, de son amour pour le design, de son amour pour les mots, de son amour... Voilà. Et en fait, il expliquait que sa créativité venait de sa capacité à créer des connexions entre des champs qui, généralement, étaient différents les uns des autres. Il se définissait comme un homme de lettres qui aimait la tech. Et il disait, en fait, les gens qui aiment la tech, souvent, ils font que de la tech. Les gens qui font des lettres, ils font que des lettres. Mais moi, qui aime les deux, eh bien, je fais des ponts entre les deux et ma créativité, elle vient de là. Bon, je me dis, si demain, on perd notre capacité à exploiter dans notre expérience personnelle des capacités créatives et qu'on confie les clés de notre créativité à ChatGPT, eh bien, on perd énormément de choses puisque l'être humain a été créatif avant ChatGPT. Il faudra le rappeler à nos jeunes qu'on a réussi à avoir des idées quand même avant ChatGPT. Et donc, pour moi, ce qui est important, au-delà de demander aux élèves de rendre des comptes, effectivement, sur la façon dont ils l'utilisent, on peut éventuellement l'évaluer, etc., c'est de bien nous assurer que les élèves, ils ont utilisé ChatGPT, mais ils ont utilisé aussi d'autres choses. Ils ont lu des livres, waouh, voilà, ou des articles. Ils ont rencontré des gens. Ils ont fait des interviews. Voilà. Et peut-être que là, l'IA, on verra si ça améliore la qualité académique du travail qui est rendu. Mais voilà, pour moi, le principal risque, c'est l'hégémonie qu'est en train de prendre l'IA dans tous les processus cognitifs des étudiants. Là où avant, il y avait une très grande richesse d'actes d'apprentissage, désormais, il passe plus que par un seul. Et là, effectivement, avec toutes les limites qu'il a. Voilà, si on passait que par un rayon de la bibliothèque, il y aurait des limites aussi. Mais l'idée, c'est devenir un penseur, c'est essayer de balayer toutes les ressources possibles, dont peut-être l'IA. Je vais pas être dogmatique, sinon il y a Mistral qui va me taper sur la tête. Mais en tout cas, j'ai toute une palette de peintures, j'ai une nouvelle couleur. Je peux l'aimer, je peux la trouver un peu grise, etc. Ou là, je peux la trouver très intéressante. Mais n'oublions pas toutes les autres couleurs. Elles ont énormément apporté à l'humain. Et ça serait dommage désormais de dire, non, il n'y a plus qu'une seule couleur, parce que du coup, on n'aurait que du gris ou du jaune ou du rouge. C'est peut-être votre couleur préférée, mais il n'y en aurait qu'une seule. Et ça serait très triste. La messe est dite, je suis à 100%. Je crois que s'il y a
un auteur, un écrivain qui est anti-ChatGPT, anti-IA, et pour la lenteur, le temps perdu, c'est vraiment Marcel Proust. Toute la recherche est construite autour de cette idée qu'on peut passer des années à avoir l'impression de se perdre, de vivre, de ne pas trouver de sens à ce qu'on fait, et par un processus associatif, créatif, de travail, de labeur difficile, qui fait souffrir, qui est compliqué, qui est ingrat, on arrive à produire une œuvre, en fait. Et finalement, oui, bien sûr, enfin, c'est une culture de l'effort, c'est une culture de la souffrance, c'est une culture d'un rapport un peu ambivalent avec les règles. On les respecte, on les apprend pour ensuite les changer, les détruire, qui, encore ma génération, qui suis née sans ordinateur et qui a découvert ça plus tard, ça fait partie complètement de notre culture. Et en fait, bien sûr, il y a un peu parole de vieux cons, pardon, hein, de vieux barbants, de vieilles barbantes, de se dire, voilà, tout ça, ça disparaît, rien de nouveau va le remplacer. Mais même en nettoyant tout cela de tous les biais, tous mes biais cognitifs générationnels, évidemment, chacun considère que sa génération a eu raison, les autres ont eu tort. Je crois qu'on est en train de perdre quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est l'expérience brute de la vie, en fait. Dans toute sa complexité, dans toute sa friction et dans toute sa richesse, qui ne peut pas être saisie sur le moment, qui va résonner toute la vie parce qu'elle se sédimente dans la mémoire, parce qu'elle modifie le corps, et que c'est ce corps agissant, en fait, qui va, avec toutes ces expériences, toutes ces frictions, tous ces efforts, porter de plus en plus une nouvelle œuvre, un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport à sa famille, aux autres, etc. Ça, si on le perd, je crois qu'on aura perdu quand même quelque chose d'assez fondamental de ce qui fait qu'on est humain, quoi. Merci beaucoup, on va devoir s'arrêter là.